Juste avant l'épisode, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre les vendredis et que ce soit sur les plateformes d'écoute ou également sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de YouTube, si vous pouvez prendre quelques secondes là, maintenant, tout de suite pour vous abonner ou liker ou même activer la petite cloche, ce serait vraiment très sympa. Et puis, ça nous permettra de faire grandir cette communauté et puis également de permettre d'inviter ces personnalités exceptionnelles. Merci. Et maintenant, place à l'épisode. Pour le coup, dans cette vie, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Si tu fais ce qu'il faut, si tu continues, si tu te bats, c'est le travail. Si tu te bats, Toi, t'es numéro un. Travail. Moi, c'est travail. Il n'y a pas de secret. Hein. Tu sais, quand t'es jeune, t'as pas d'argent, t'es dans la galère tout le temps, et t'es toujours rejeté, des fois, tu fais des trucs un peu inconsciemment, que tu regrettes après. Il n'y a pas une personne sur toute la fédération, quand je suis athlète ou quand après on dit ouais, Stéphane Nomis il va devenir un jour président de la fédération, je te jure qu'il n'y a pas une personne qui y croit. Il n'y a pas une personne qui met 10 € dessus. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Champion de judo, président de la Fédération française de judo, entrepreneur à succès à la tête d'une entreprise à rayonnement international, mon invité d'aujourd'hui a autant de casquettes que de succès. Pourtant, beaucoup n'auraient pas parié sur lui quand il était petit. Issu d'un milieu très modeste, il a grandi à Grigny, dans un HLM et s'intéresse plus au sport qu'à l'école quand il était petit. Sa passion, sa détermination et son audace auront eu raison de ses détracteurs et il va nous dévoiler aujourd'hui les coulisses de son parcours unique. Salut Stéphane Nomis. Salut Alexandre. Comment vas-tu ? T'as une toute petite voix. J'ai une petite voix, je suis intimidé par les caméras. Comment tu vas ? Ça va très bien, ça va très très bien. Quand je te présente, t'as plusieurs casquettes. Aujourd'hui, quand on te pose la question, qui est Stéphane Nomis ? Tu réponds quoi ? Qu'est-ce qui revient le plus facilement en premier ? Pour moi, ça reste quand même aujourd'hui président de la Fédération française de judo. C'est quand même aujourd'hui ce qui me définit le plus. Alors, pour les gens, pour moi, c'est chef d'entreprise. Mais on n'a pas tous la même perception des personnes. On parle du judo, toi, c'est quand même le sport, ça a été toute ta vie. Encore aujourd'hui, ça a été aussi central, pas que dans ta vie, parce que l'été dernier, ça a été central pour beaucoup de Françaises et beaucoup de Français. Le judo a eu aussi un impact considérable. Tu nous racontes un peu comment toi tu l'as vécu de l'intérieur en tant que président de la Fédération de judo, il faut le préciser. Hein. Il n'y a jamais eu autant de médailles qui ont été apportées par le judo, les judokas françaises et français. T'en es fier ? T'es heureux ? Il y a beaucoup de questions. Vas-y. Le premier, c'est... J'ai trop de questions. Moi, je me définis comme un enfant du judo. Je suis vraiment un enfant du judo, tu vois. J'ai grandi avec le judo, je suis devenu adulte avec le judo, j'ai gardé les valeurs du judo. C'est le judo qui m'a donné, qui m'a formé pour mon premier métier en informatique. Donc vraiment, concrètement, je suis vraiment un enfant de la fédération. Et au final, pour aboutir à être son président de la fédération, et j'ai eu la chance, hein, j'ai une chance extraordinaire, je pense, parce que je suis devenu président avant les 2 Jeux olympiques les plus importants du judo. C'est les Jeux du Japon, pour vous, hein, évidemment. Pour le judo, être au Japon. Être représentant du judo français au Japon, c'était quelque chose. C'est la classe. Malgré le Covid. Et après, être représentant du judo à Paris, c'était fantastique, tu vois. C'était le bonheur. Ouais, donc moi, j'ai eu la chance, en tant qu'administrateur de Paris 2024, de parfois te voir dans les tribunes. Tu étais au premier rang, j'ai l'impression que tu avais réservé le premier rang pour toi. Je te voyais être omniprésent, mais avec beaucoup d'amour pour ces judokas. Il y a un moment assez clé pendant cette période-là, période de gloire française, c'est cette victoire finale du judo par équipe. Et là, on perd 3-1. On se retrouve avec un jeune qui va lutter contre une star japonaise. Et c'est bien les arbitres qui sont plutôt pas trop regardants au niveau de la biscotte. Oui, en votre écran,
c'est pas possible. C'est les Jeux Olympiques. Et c'était un beau wasabi. Oh, Johan. Un beau wasabi. Oh, Johan, on va te faire une statue. Tu fais partie des gens qui disent on n'a pas de chance de gagner. On parle de Gaba. Hein. Je fais pas partie de ces gens-là. Toi, t'étais sûr qu'on gagnait, voilà, qu'on allait gagner de toute voilà. façon. Déjà, ouais, j'avais déjà parié qu'on allait faire 10 médailles. 2 ans avant, j'avais dit que le judo serait le premier sport français et qu'on ferait 10 médailles. On les a fait. Et moi, ça fait 3 ans que j'entends les Japonais à chaque compétition dire ouais, on va récupérer notre titre, on va vous battre à... Parce qu'on est à Tokyo, à Tokyo, vous avez gagné. On a gagné chez eux, ce qui est incroyable. On a perdu 8 finales ou 6 finales de championnat du monde d'affilée en finale contre le Japon. Et au jeu, on les tape. Par équipe, pour bien Par comprendre. équipe, ouais, au par Japon, équipe. c'est la première fois qu'on Ouais. remettait cette compétition-là. Ouais. Ça n'existait pas, c'était qu'en championnat du monde. Mais c'était magnifique d'ailleurs. C'est la compétition qui a eu le plus de vues à la télé. Combien, tu sais? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que là, pour les Jeux de Paris, les Japonais, c'est 43 millions de personnes qui ont vu la défaite du Japon à la télé face à la Donc France. là, on se retrouve. Je vais pas y aller tout de suite. Tu vas attendre un peu. Et c'est rare que les Japonais... Perdent. C'est vraiment rare que les Japonais ils perdent au Golden Score, mais vraiment très rare. Ils ont une condition physique de dingue et voilà. Donc 10 médailles exceptionnelles. Une des choses qui a été importante, et tu le sais au niveau des Jeux Olympiques de Paris 2024, ça a été de faire que ça ne soit pas uniquement un succès sportif, et heureusement ça l'a été, mais aussi un succès d'héritage. Alors moi, ça m'intéresse évidemment de te poser cette question-là. Toi qui as vécu ça de l'intérieur depuis quelques années, quel est l'héritage pour toi que tu vois au quotidien, maintenant, dans les clubs? Est-ce que tu vois que les clubs ont pris ça? Est-ce que tu vois qu'il y a eu, après, une abondance des jeunes qui se sont tournés vers le judo? J'ai eu une chance à ces Jeux de Tokyo, j'ai eu la chance de rencontrer le président de la République et de lui proposer quelque chose déjà pour l'héritage. Et il a accepté, on lui a proposé de créer des dojos solidaires. C'est quoi un dojo solidaire? C'est de créer des dojos dans des quartiers défavorisés, en QPV, des endroits qui sont abandonnés, qui sont délabrés, abandonnés. D'ailleurs, au début, c'était en QPV, après, maintenant, c'est en zone rurale aussi. Et heureusement, QPV, quartier prioritaire de la ville. Hein. Et au final, on a commencé à créer des dojos dans des quartiers où il n'y avait pas de judo. Où c'est très difficile d'accès pour la République, pour tout le monde, parce que c'est des quartiers difficiles. Quand tu parles d'héritage, là, c'est un projet qui s'appelle 1000 Dojo. Quand tu parles d'héritage, tu penses que sans les Jeux Olympiques, tu n'aurais pas pu faire ça? Je l'aurais... Tu sais, l'argent dans le monde du sport, il y en a pas autant que ça, et ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite en tout cas. Donc, au moins avec ce projet 1000 Dojo, on a pu accélérer, avoir des fonds suffisants pour... Aujourd'hui, en 2 ans et demi, on a fait 400 nouveaux dojos. Plus de 400 dojos en 2 ans et demi, c'est fou. Je te jure, c'est fou. On a plus de 8% de nos clubs, c'est dingue, 400 dojos en 2 ans et demi. Tu vois, qui peut faire ça? C'est pas juste, parce que c'est pas juste créer un terrain, c'est que tu mets dehors ou des tables de ping-pong ou ça. Nous, on est obligé, c'est ERP5, c'est obligatoire de passer par toutes les cases pour créer pour recevoir tous les publics, et c'est de mettre des entraîneurs. Parce que c'est ça, les trouver, parce que contrairement à beaucoup de sports, nous, tu peux pas faire de judo si tu es tout seul et si t'as pas un prof. Hein. Ça dépend de... on a besoin d'un dojo et d'un prof pour faire du judo. Et donc ça nous a permis de créer l'héritage avec le gouvernement pour la suite. Et je pense que quand on a amené cette idée au président de la République, c'est de cette idée qu'est parti le projet des 5000 équipements. Et tu vois, et au final, aujourd'hui, on va être à 1000 dojos dans 2 ans. Et ça va faire partie entièrement de notre héritage. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'après des jeux réussis, on a 20% de croissance, nous. Tu as 20% de croissance de plus de licenciés. Ouais, de plus de licenciés, et ce qui est énorme, parce qu'après chaque Jeux Olympiques, pourtant, nous, on réussit plutôt les Jeux Olympiques régulièrement. Quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. On n'a toujours que 4000 adhérents en plus. Ça veut dire 4000, on a 5000 clubs, c'est même pas un par club. Donc, tu as combien d'adhérents aujourd'hui? Combien de licenciés? Aujourd'hui, on doit avoir 555 000 licenciés l'année dernière, et cette année, on va dépasser les 600 000. Donc il y a un héritage dans le nombre de jeunes qui veulent s'y mettre. Il faut qu'ils perdurent. Et pour perdurer, nous, il faut avoir des dojos. Ouais.
Parce que pas de dojo, pas de judo. Et donc, tu parles de 6000 dojos, tu parlais de 5000 équipements, puisque ça a été un des sujets majeurs poussés par Paris 2024 auprès des gouvernements successifs depuis le départ. C'était la volonté de dire il faut que sur les terrains, et terrains parfois qui sont éloignés, que ce soit ruraux ou quartiers populaires, de mettre des terrains qui sont de qualité. Et donc, c'est ce que vous avez fait avec 1000 dojos. Tu parles des quartiers, toi, tu connais très bien les quartiers. Tu en parles souvent, puisque tu as grandi dans un de ces quartiers-là, Grigny, la Grande Borne. Les gens en ont certainement dû parler, pas forcément toujours pour des bonnes choses. Toi, tu en parles toujours avec une vraie passion. Tu dis d'ailleurs que souvent, tu peux partir de Grigny, mais il y a toujours Grigny qui reste en toi, c'est ça. Le judo et le sport, mais le judo particulièrement, toi qui n'étais pas bon à l'école, qu'est-ce que ça t'a apporté quand tu étais petit ? Le judo et le sport, tu vois, à l'école, un peu, tu t'embêtes, quoi. Tu vois, quand t'es pas bon, quand t'es pas le meilleur, voilà, je le dis gentiment, tu vois, mais et au moins, quand tu sors et tu vas au cours de judo, tu t'éclates avec tes copains, tu te chamailles, c'est un peu la bagarre, c'est un peu les trucs, voilà. Mais t'apprends plein de choses, parce que t'apprends, en fait, les valeurs du judo aussi, quoi. Pas que à tomber. D'ailleurs, tu dis ça, pourtant, t'étais pas non plus le meilleur, on reviendra dans quelques secondes, mais d'abord, on va faire une pause amicale. La pause amicale ou familiale, ça dépend, là, elle est amicale. J'ai demandé à quelqu'un qui t'apprécie beaucoup, et que souvent que tu apprécies beaucoup, de te poser une question. On l'écoute, c'est David Douillet. Salut mon Steph, j'espère que tu t'es bien remis de tes émotions olympiennes de cet été. On a vécu tous les deux, et tout le judo français, un moment exceptionnel et unique. J'ai une question pour toi. On a eu tous les deux une enfance cabossée, on a rencontré le judo, et j'aimerais savoir si le judo t'a sauvé, comme moi, t'a sauvé la peau, et comment il t'a sauvé la peau. Allez, je t'embrasse. C'est pas facile ça comme question. Alors c'est vrai, j'ai eu une enfance très compliquée, très difficile. Et le judo, j'avais rien d'autre en fait. J'avais rien d'autre. C'est pas les études qui allaient me sauver. Donc j'avais mes amis au judo. J'avais mes amis, j'avais mon clan. J'avais envie de rester avec eux. Et j'ai envie de tout partager avec eux. Et après, j'ai changé de clan parce que j'avais le clan du club. Au début, c'est municipal, donc c'est dans ta ville. Mais après, quand j'ai évolué, je suis allé rapidement à l'INSEP aussi pour me développer. Et au final, tu fais partie de cette famille. Le judo, c'est vraiment une famille. En bien, en mal, mais c'est toujours une famille, quoi. Toi qui as eu une famille très déconstruite, parce que ton père s'est barré très jeune, donc tu t'es retrouvé justement à cette volonté de créer toi ta propre famille, même si ta maman a toujours eu une importance essentielle pour toi dans ta construction. On parle de judo justement parce que judo, ce qui m'amuse quand tu me disais avant, en effet t'as pas été très bon à l'école, ou même t'étais pas bon du tout à l'école, et sur le judo en fait au départ, tu le dis d'ailleurs, tu me le dis, t'as pas été premier, c'était pas une évidence, t'étais pas Teddy Riner dès les 10 ans en fait, donc tu prenais souvent des rousses, tu perdais, tu gagnais rarement, t'étais souvent deuxième, troisième parfois même. Mais j'étais sur le podium. C'est pas mal. Et voilà, donc ça a t'aidé sur le podium, t'as un côté connais, sympa pour ça, mais il y a un moment ou un autre où je pense à ce prof. Et c'est là où c'est un message que je porte très souvent ici aux professeurs, que ce soit des professeurs à l'école, professeurs de sport ou d'activités extrascolaires. Attention à ce que vous dites. Tu as ce prof-là, tu as 15 ans, et qui dit à ta maman, votre fils sera peut-être au mieux, ceinture noire, mais n'imaginez pas qu'il puisse en faire son métier. Toi, à ce moment-là, tu es jeune, tu veux vraiment... J'ai 12 ans. Tu as 12 ans. Tu veux vraiment faire... Ouais, j'ai 12 ans quand il me dit ça, je rentre le soir, c'est une énorme branlée, là. Je pleure et après je dis à ma mère... Change de club. Je prends mes affaires, je change de club, je ne suis plus jamais retourné. Tu n'es plus jamais retourné. Le lendemain, je ne suis plus jamais retourné dans ce club-là. Et parce que si le gars... Tu sais, je crois que c'est le plus grand changement que j'ai fait. Si le gars, il ne croit pas en toi, comment tu peux croire en toi ? C'est très difficile. Et ce qui s'est passé pendant ces Jeux Olympiques, je l'ai déjà dit dans les journaux, c'est que chez les mecs, chez les masculins, l'équipe des entraîneurs, ils ne croyaient pas dans les athlètes. Ils n'y croyaient pas. Ça ne marchait pas. Il y en a même qui disaient, non mais on ne va pas faire des
des champions, voilà, ou des chevaux de course avec des ânes. Tu vois, c'était pas acceptable. C'est pas acceptable. Non. Et donc moi, je pense que j'ai remis de l'énergie, de l'entrain, de la bienveillance, et on a cru en eux. Et vraiment, on a cru en eux. Moi, je crois que les champions français, l'équipe de France masculine et féminine, elle est extraordinaire. Ils ont un potentiel de fou. Tu penses que c'est un mal français, ça, de dire on n'est pas si bon que ça, de s'excuser d'être parfois bon. C'est vrai, on se sous-estime souvent. Mais toi, les gens, ils se sous-estiment souvent. Tu as quand même suffisamment confiance en toi pour ne pas écouter ce prof. Ouais, bah oui, de manière, je ne me suis pas posé la question. Tu sais que les tacles et les revanches, je les prends tout seul. Je les fais, je les prends. T'as le revoir, ce prof? Lui, je ne l'ai jamais recroisé. Je ne crois pas que je l'ai recroisé. Bon, par contre, il a suivi ma carrière. Ouais, mais c'est sûr. Non, mais une histoire comme ça, j'en avais d'autres. Mais je vais me faire des ennemis. Hein. Balance. Tu vois, par exemple, je vivais que du judo. C'était ma passion. Ouais. C'était vraiment ce que j'avais de plus cher. Voilà. On a quel âge? T'es à l'INSEP ou t'es encore... Non, je ne suis pas encore à l'INSEP. Je suis moitié à l'INSEP. Ouais. Tu gruges donc pour y aller avec ta voilà, fausse j'ai carte. J'ai pas de diplôme, voilà, mais je me dis, tiens, je vais passer le professorat de judo. On va au professorat de judo, donc c'est toute une année scolaire. Je suis à Montry, voilà, je me tape... moi, j'habite au Petit Clamart, je me tape le train, d'abord le bus, le train, le bus. Je pars tous les matins à 5h pour être là-bas à 8h. C'est un enfer pendant 1 an. Et le soir, je reviens parce que j'avais pas l'argent pour payer l'hébergement. Je reviens pour donner les cours de judo qui allaient me payer pour retourner. Et ça pendant 1 an. En plus et pendant ce temps-là, tu vas à l'INSEP et tout ça. Et c'est dur à l'INSEP. À cette époque-là, c'était dur pour moi. Et au bout d'1 an, toute la promo a eu le judo, a eu son brevet d'état. Donc ils sont tous devenus profs de judo, sauf moi. Dernière note, ils m'ont mis une note éliminatoire. Il fallait avoir 6 sur 20 pour avoir mon brevet d'état. Et les profs, ils m'ont mis 5 ou 4. Donc je suis le seul de la promotion. Et c'était mérité, d'après toi? Mais non, mais je suis le seul à avoir fait de tout cela, on est 2 à avoir fait du haut niveau. L'année d'après. On était les 2 en équipe de France. Comment t'expliques ça? Eh ben, les mecs... il y en a qui te plairaient pas, qui ne voulaient pas de toi? Il y en a plusieurs qui me plairaient pas. Parce que tu parlais trop, comme souvent. J'étais un peu chiant, tu vois. J'étais un gamin indécité quand même. Hein. J'étais un gamin les autres, indécité. pas... Non, il y avait pas beaucoup de gamins indécités, mais j'étais un peu remuant, on va dire. Et non, mais c'est vrai. Je crois que ça canalisait le judo, moi. Bah oui, moi, j'ai toujours dit ça, je jouais avec mon fils, ça canalise bien. Mais moi, déjà, j'avais multi-activité pour gagner ma vie. Ouais. J'étais obligé d'aller me battre un peu pour payer cette formation. Donc tu l'as pas? Donc je l'ai pas. Mais imagine mon retour quand je suis revenu à la fédération, président de la fédération. Toi qui as vécu quand même une grande partie de ta vie, qui as vu des huissiers dans tes cages HLM pour chez toi qui as eu des gens qui régulièrement ont dit c'est impossible. C'est quoi ta solution? C'est quoi ta méthode à toi pour dire attends, tu rigoles, moi ça va être possible? Ouais. Bah, il faut avoir confiance en soi, tu vois. C'est important d'avoir confiance en soi. Et 2, moi, alors, au fur et à mesure, j'ai pris des exemples simples. En fait, il faut quand même aller dans des endroits, fréquenter des gens et écouter les gens qui peuvent t'apporter des conseils. Et si tu peux bien t'entourer, franchement, c'est la clé. Hein. La clé de tout, c'est bien s'entourer, hein, tu vois. Pour moi, c'est tellement, tellement important d'avoir des personnes qui t'emmènent dans le bon sens. Qui t'emmènent dans le bon sens, tu vois. T'as toujours des gens qui t'ont bien entouré depuis le départ? Alors, t'imagines, j'ai mes copains aujourd'hui des quartiers. Hein. Et ils ont tous à peu près réussi bien leur vie, correctement. On est restés ensemble. Il y en a un qui est très proche de toi, qui te mettait des branlées quand tu étais sur le demi, c'est Slimane. Ouais. Ah, Slimane, il mettait des branlées. Tu te souviens de ça? Ouais, je me souviens. Et c'est un de tes proches collaborateurs. Ouais. Ouais, et tu vois, Donc t'as réussi à être bien entouré. Ouais, les gens qui avaient les valeurs du judo, tu vois, les valeurs qu'on a apportées, au moins ça nous a permis de sortir, de pas faire trop de conneries. Je dis pas que j'en ai pas fait, hein, j'en ai fait des conneries quand j'étais petit. Je connais. J'ai Alice. T'en connais une partie, mais pas trop grande des conneries. Ouais, pas trop grande. Des conneries. Peut-être que je suis pas au courant. T'en as fait des grandes? J'ai fait des conneries, quoi. Tu sais, quand t'es jeune, t'as pas d'argent, t'es dans la galère tout le temps, et t'es toujours rejeté. Des fois, tu fais des trucs un peu inconsciemment. Que tu regrettes après. Ouais, que tu regrettes après, tu vois. T'imagines si je regrette d'avoir
d'avoir pris une revanche sur des gens qui m'ont plus que saqué, alors que j'en avais besoin, et qui m'ont... Voilà. Eh ben, t'imagines que les conneries que j'ai pu faire, je les regrette amèrement depuis très longtemps. Quoi. Et tu parlais d'entourage. Pour toi, quand tu vois ton parcours, tu dis quoi? Tu dis que c'est l'entourage qui a été essentiel dans tes succès? C'est la chance? Non, il n'y a pas de chance. Ouais, alors là, pour le coup, dans cette vie, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Si tu fais ce qu'il faut, si tu continues, si tu te bats, c'est le travail. Si tu te bats, Toi, t'es numéro un, travail. Moi, c'est travail. Il n'y a pas de secret. Hein. Pour moi, il n'y a pas de secret dans cette vie. Il y en a qui vont réussir avec de la chance. Oui, il y en a, ils vont même avoir des boîtes qui valent des milliards. Ils ont une idée de génie, ils ont eu la chance, c'était au bon moment, au truc, et ça s'est transformé. Et ils n'auront pas de deuxième idée. Hein. D'accord? Il y en a plein. Mais il y en a qui ont réussi, mais il y en a plein qui ont réussi avec le travail. Et moi, je suis parti de ceux-là. Et si tu travailles, tu t'entoures bien, tu fais ça intelligemment, c'est obligé que ça marche. C'est marrant parce que dans ce bouquin que tu as lu, évidemment, hein, tu es un ami, donc tu lis les bouquins de tes amis. J'écris là-dessus. Moi, j'écris un truc, et c'est marrant, je voulais te faire réagir là-dessus. Moi, je dis que la chance existe, mais chanceuse n'existe pas. C'est-à-dire que la chance peut exister de savoir où tu es né, parfois, de quel endroit, quel quartier du périph', et après, c'est qu'est-ce que tu en fais. Bah oui. Toi, c'est que chaque fois que tu as eu une micro-ouverture... Bah oui, j'ai saisi l'opportunité. Mais tu vois, la chance, oui, tu as la chance si tu joues au loto. Donc oui, ça c'est de la chance. Ouais. Mais tout le monde ne peut pas gagner. Par contre, réussir une entreprise, une boîte, un restaurant, un ci, un ça, il y a des facteurs de succès. Voilà, si tu t'entoures des meilleurs et tu regardes ce que font les meilleurs et tu appliques, tu peux pas te tromper. Hein. Cette motivation, tu l'as sentie très jeune déjà? Tu l'as senti que tu l'as vue très tôt ou elle est apparue vraiment quand tu dis juste il faut payer les factures? Non, même petit, j'avais déjà envie de gagner. J'avais envie de gagner et puis ça m'énervait de perdre. Puis j'ai perdu quelques combats dans la cour. Donc ça t'énerve un peu dans la cour, dans le bâtiment, partout, tu vois. La cage à poules. Voilà, et la cage à poules, c'est important pour moi. La cage à poules, elle était en face de ma tour. Et au final, t'as quand même envie de pas être le dernier. T'as envie de t'en sortir. T'as pas envie d'être le dealer du coin. T'as envie quand même d'exister. Et moi, c'est ça qui m'a fait. Tu penses que là-dessus, tu le sais à quel point les relations ou la direction qu'on va donner les parents est essentielle. Tu penses que le fait que ta maman, qui était engagée socialement, qui t'a donné un certain nombre de valeurs à toi et à tes sœurs et à ton frère, tu penses que ça a aussi à jouer pour toi, le fait que tu penses que ta maman n'aurait pas accepté de toute façon que ça se passe autrement? Non, ça j'y crois pas. T'aurais pu déconner grave en vrille, elle l'aurait pas vu de toute manière. Travaillant trop, elle l'aurait pas vu. Si t'étais à la prison, je pense qu'elle l'aurait peut-être vu. Oui, elle l'aurait peut-être vu, mais trop tard. Au final, trop tard. Elle n'avait pas le temps, elle le voyait pas. Non, mais après, tu vois, je pense que les générations, elles ont changé aussi, tu vois. Les générations d'il y a 30 ans, ou 40 ans, c'est pas les générations d'aujourd'hui des gamins des cités non plus, tu vois. Mais c'était dur, mais peut-être moins dur qu'aujourd'hui. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être encore plus dur pour eux, parce qu'il y a plus de présence de la drogue. Nous, il n'y avait pas cette présence omniprésente. Elle était là, elle est tout le temps là aujourd'hui dans la cité. À l'époque, elle n'était pas aussi présente, tu vois. Il y avait pas mal de conneries, mais moins qu'aujourd'hui, moins violentes qu'aujourd'hui, quoi. J'avais reçu l'actrice et la réalisatrice Céline Salette ici, qui m'avait dit cette phrase, et je vais te la lire. Je vois bien aujourd'hui qu'au fond, ne venir de rien m'a servi à me dire j'ai tout à conquérir. Toi, tu partages ce en disant juste, de toute façon, tu n'avais rien. Donc, tout ce qui va après, c'est un monde à bouffer, quoi. Ouais, c'est en partie vrai. D'ailleurs, tu t'aperçois que des gens qui ont fait des très belles études, quand tu as fait des très belles études, tu t'es pris la tête jusqu'à 25 ans, 26 ans, tu as un grand diplôme, tu commences un travail, tout de suite, tu gagnes 100 000 balles. Et ben, une fois que tu as tes 100 000 euros, 200 000 euros, après, c'est difficile d'aller faire entrepreneur. C'est pour ça qu'après, il reste dans les grandes études, tout ça. Parce que quand tu lâches... tu vois, c'est pas parce que tu as la cuillère en argent. Voilà. Toi, tu l'avais pas. Elle était en bois. Et ben, c'est difficile d'aller tout lâcher parce que t'es pas sûr de réussir. T'es jamais sûr de réussir, quand même. Ouais. Et donc, mais quand t'as rien, t'as rien à perdre. T'as une revanche à prendre? Ouais, j'ai une revanche à prendre sur contre la qui? vie. Sur la vie. C'est quoi contre sur la vie? Ça veut rien dire, une revanche à prendre sur la vie? Sur ma vie à moi, sur mon enfance. Tu
vois, j'avais une revanche à prendre, tu vois, j'étais malheureux et donc... Oui, mais revanche, c'est que tu considérais que c'était injuste. C'est ça? Oui, Tu as une revanche pense... par rapport à qui? Il faut oui. bien que tu aies quand ton papa qui vous a, oui, qui vous a lâché. Voilà, de manière, elle ne peut être ciblée que contre mon père. Tu vois, mon père, il était pas là. J'ai eu une enfance très compliquée dû aussi à ça. Et derrière... Il s'est barré à quel âge? T'avais quel âge? Je devais avoir 3-4 ans, tu vois. Donc militaire, Légion? Ouais, Légion étrangère, donc très longtemps. Et voilà, et donc derrière... mais aujourd'hui, tu vois, même lui, je pardonne. Avec l'âge, tu mûris et tu te dis aussi, moi, il m'a fallu du temps, par contre. Il m'a fallu du temps et tu te dis, bon, bah, lui, il a peut-être fait, à cette période-là, le choix qui était nécessaire pour lui, parce que pour sa vie, pour ci, pour ça, tu vois. Et au début, tu mets du temps à comprendre ça. Derrière, quand tu vis une vie compliquée, une enfance compliquée, eh ben, tu te bâtis avec cette enfance et tu mets ta carapace et puis tu te bats et tu lâches rien. Cette revanche à prendre, tu es chevalier de la Légion d'honneur, donc bravo, c'est quand même incroyable. Ouais, c'était pas mal. C'est génial, mais tu sais, quand on a ces discussions-là, parce que les gens comprennent souvent, tout le temps, les gens qui sont ici, c'est des gens que j'aime beaucoup, et tu es évidemment partie des gens que j'aime énormément, parce que je te connais bien, et tu as ces discussions avec moi, tu m'annonces ça, tu me dis, tiens, Alexandre, chevalier de la Légion d'honneur, et tu me poses la question, où? Tu te souviens de la question? Ouais, je t'ai posé la question. Je t'ai pas posé à vous. Et moi, je te dis qu'il ne faut pas que tu le fasses là où tu vas le faire. Ouais. Et je dis ça parce que tu décides de le faire au château. Donc le château, c'est l'expression pour dire l'Élysée. Ah, ça s'appelle le château. Et ça s'appelle le château. C'est comme ça que c'est pour ça que à Paris, tu parles de ça. Et toi, je te dis non parce que je pensais que tu étais marqué. Mais pour moi, ça représente justement à ce sentiment de revanche, dire les gars, j'y suis. Ouais, voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est ce que je me suis dit. Bien sûr. C'est ce que je me suis dit. Et c'était extrêmement important parce que ta maman qui est partie depuis était tellement fière de toi. Ce moment-là, c'était toi tu as réussi à un moment, un truc assez incroyable. Et avant que tu nous en parles, on va continuer. Stéphane, je parlais tout à l'heure des pauses amicales. Maintenant, on va parler des pauses familiales. On écoute la question d'Andrea. Coucou papa, je suis là pour te poser la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver médaillé chevalier de la Légion d'honneur à l'Élysée quand on a un jour été un enfant de Grigny? Je suis fier pour mes enfants déjà. Ouais. Tu vois, j'étais fier pour mes enfants. Ça montre que leur papa, il a réussi. Mais ça leur met aussi des difficultés. Hein. Tu le connais aussi bien que moi. Pression. Hein. Ouais, ça met une pression. Hein. Toi, t'as un homme qui a beaucoup réussi. Et donc, j'imagine que tes enfants, ils ont la même pression. Et donc, que mes enfants, en tout cas. Et c'est difficile à vivre aussi pour eux, des fois. Et derrière, moi, je me dis, voilà, je suis parti tout en bas. J'ai grandi. J'ai l'opportunité d'aller à l'Élysée que le président de la République, la personne la plus importante. Moi, je fais pas de politique. Ouais. Moi, je m'en fous. T'es apolitique, bien sûr. Tout le monde sait. Vraiment, j'ai aucune... c'est pas mon truc, quoi. Et là, c'est la fonction. Ouais. C'est la fonction. Il a toujours été hyper sympa avec moi. Et voilà, ça s'est toujours bien passé. Moi, je trouve que c'est un gars incroyable, tu vois. Et derrière, ce gars-là qui est président de la République, qui va me remettre la Légion et emmener ma mère communiste. Il faut se rendre compte, hein, ma mère communiste des cités qui déteste le président, qui déteste tout ce qui ramène de l'argent à l'Élysée. C'était une tannée. Hein. Mais au final, j'étais trop fier d'amener tous mes copains. Tu vois, c'est les gens qui sont allés, mes amis, tu les as vus, hein, des quartiers, t'en connais un certain nombre. Ils n'auront jamais l'occasion d'y aller. C'est pas leur milieu, c'est pas leur monde, c'est pas leur truc. Tu vois, d'ailleurs, on voyait bien c'était pas le même monde que les autres. Et derrière, ils étaient heureux aussi, tu vois. Ça parce que ce soir-là, il y avait 4 remises de 4 médailles, très peu, qui étaient donc remises par le président de la République et qui venaient d'horizons divers, on va dire. Voilà, d'horizons divers. Mais ce moment-là, toi, cette journée-là, pour moi, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Ah ouais, je la vis de manière extraordinaire parce que c'est la reconnaissance. C'est la fonction qui c'est la reconnaissance de tout ce que j'ai fait dans mon parcours. Tu vois, j'ai travaillé dur sur tous les sujets pour représenter la France, pour mon entreprise, pour le judo, pour les associations, pour tout ce que j'ai fait dans le monde. Dans le monde.
et ben, tu as le président de la République qui te décore. Voilà, c'était un moment magique pour moi. Tu vois, c'était vraiment ma plus grande revanche de ma vie, quoi. Ouais, c'est ça, on est là. Là, t'arrives tout en haut. Voilà. Je pouvais pas avoir mieux. Je pouvais pas rêver avoir mieux. Tu vois, et là, j'étais vraiment très, très fier. Ah, et bon, ça a déconné un moment. À un moment, je dis, ma maman était en fauteuil roulant, donc je l'hébergeais à la maison, voilà. Et je lui dis, maman, je te présente le président de la République. Et elle regarde le président, elle lève les yeux en l'air. Elle dit, ton président. J'avais honte. Et après, le président, il est vraiment charmant. Il est retourné voir ma mère et il a discuté avec elle. Parce que, en fait, tu sais, les présidents, ces hommes politiques ou ces femmes politiques, ils voudront jusqu'au dernier moment essayer de convaincre. Tu vois ce que je veux dire? Il a envie de sortir pour que ta maman puisse dire, mais elle était impossible à convaincre. Ma mère était impossible à convaincre, mais il est retourné la voir. Et c'est ma sœur qui m'a raconté de quoi ils ont parlé, tout ça, et voilà. Et ça s'est bien passé, tu vois, il lui a expliqué qu'on peut avoir des convictions différentes. Mais on revient sur ce moment. J'étais trop content, quoi. Ce moment-là était un moment unique. Non, mais après, elle est morte 2 mois après ou 3 mois après, et elle aura vécu ça. Pour moi, voilà, ma vie, elle est réussie, tu vois. On revient sur le judo rapidement. On est dans ces années INSEP, tu passes 9 ans à l'INSEP, tu grandis, tu deviens un adulte aussi à l'INSEP, tu fais les France, tu deviens champion de France, je fais les championnats d'Europe, et là, à un moment ou à un autre, t'arrêtes. On est en 99, tu te rends compte, tu as changé de catégorie, tu te rends compte que ça sera difficile. Ouais, je suis déjà dans la catégorie de Jamel Bourras. Le mec, il est champion du monde, champion olympique. Donc, tu es déjà numéro 2 français. Et en plus, tu fais le chemin d'Europe, tu perds. Et à cette époque-là, tu n'avais pas le droit de faire 5e. C'était une époque où 5e au chemin d'Europe, tu prenais la porte et disais... ils m'ont dit mot pour mot, 5e des chemins d'Europe, ils m'ont dit tu peux raccrocher ton kimono France. Je sortais du combat. Très dur, quand même. Ouais, c'est dur. Non, mais tu sais, le judo, on est très violent verbalement parlant. C'est très dur. Et on est en train d'essayer de changer ça parce que tu peux plus te permettre ça. Ouais. Tu vois, le monde, il a changé, voilà. Mais le judo, comme nous, on l'a vécu, c'est fini. Mais c'était souvent très dur verbalement parlant. Et physiquement aussi, hein, évidemment. Mais, ça, c'est toujours dur physiquement. Moins qu'avant. On n'a plus les mêmes droits. Hein. Tu peux plus. Tu peux plus faire quoi? Non, mais tu tombes toujours autant. Non, mais tu tombes toujours autant. Mais chez les gamins, tu vois, tu pouvais faire chuter les gamins. Tu avais le droit, ça s'appelle Nagekomi, tu pouvais les faire chuter pour les punir. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de faire ça. Ça passerait plus. Ça passerait plus, quoi. Tomber pour les punir. Ouais. Tes passages, boum. Voilà, exactement. Non, mais moi, je suis tombé des milliers de fois. Il ne faut pas se mentir. Et bon, mais j'ai appris comme ça, donc voilà. C'est pour toi, c'est normal. Ouais. Et donc, mais ça, tu ne pourras plus, quoi. Donc là, on est sur ces années. On est sur ces années-là. Quelqu'un que tu aimes bien, qui est un fan de judo, Thierry Marx, qui disait une chose suivante. J'avais un professeur au Japon qui me disait, j'adore ce qu'il était ici, il me racontait ça sur pause. Regardez les libellules, c'est merveilleux. Ça a 350 millions d'années, ça vole à 360 degrés, mais quand ça a une difficulté, ça va à droite, ça va à gauche, ça monte, ça descend, ça change d'axe connectif, mais mécaniquement, ça ne recule pas. Est-ce que toi, tu as la même vision? Tu vois, c'est sa vision qu'il avait de l'échec grâce au judo. Il disait, je reculerai jamais. Parce qu'en fait, le judo, c'est comme une libellule. On s'adapte, mais on recule rarement. Qu'est-ce qu'il parle bien? Franchement, qu'est-ce qu'il parle bien? Il est vraiment bon. Thierry Marx, il est bon. Thierry Marx, il est bon. Alors, je ne l'avais jamais vu comme ça. Non, mais par contre, moi, je recule pas. Ouais. Ah, j'avance. Tu vois? Je fais très, très rarement marche. Non, mais c'est vrai, les gens, ils me connaissent. Hein. Moi, j'avance. Tu faisais comme ça déjà sur le tatami? Je fais toujours avancer. Tu n'es pas forcément le meilleur techniquement, mais tu avances. J'avance. Et de toute manière, ce qui ne va pas, j'essaie de le corriger, de continuer à avancer, de corriger. Je fais rarement en arrière. Alors pour que les gens comprennent... Mon judo est dans les affaires. Hein. Quand tu termines ta carrière, donc, parce que, en gros, le manche dit c'était que 5e, là, on est sur un sujet qui te touche beaucoup, c'est la reconversion des athlètes. Tu te retrouves, à l'époque, tu as 800 € à peu près, donc pour vivre, là, ce que tu as dédié une grande partie, c'est pour ça que moi j'ai un amour immodéré pour les athlètes qui représentent notre pays et qui, malgré le travail acharné qu'ils ont pu faire pendant des années, vont terminer quand même avec
rien ou pas Rien, grand-chose. ouais. Pour l'immense majorité des sports olympiques, c'est le cas. Même quand tu es champion de France, comme toi tu as été, et 5e au championnat d'Europe, faut pas dire que c'est pas rien, c'est quand même assez extraordinaire. Donc là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Toi, c'est de l'informatique, c'est une formation informatique qui t'est financée. J'ai une formation qui m'est financée par la fédération et le PSG. Ouais. Donc ils font moite-moite et ils me forment pendant 3 mois à l'informatique. Et je deviens administrateur de système et réseau. Et pourquoi l'informatique à ce moment-là? C'est un truc que tu avais 2 choix, tu as pris celui-là plutôt qu'un autre? Ouais, parce que j'étais au jeu de la Franco. J'ai rencontré le directeur informatique des Jeux de la Franco et on discute. Il me dit mais l'informatique, ça va exploser. Il y a du business à faire. Il y a plein de choses à faire. Et c'est ça. Et j'ai cette petite appétence pour les nouvelles technos. Et je me suis dit allez, on y va. T'imagines, tu rencontres pas cette personne-là, ce jour-là, ce moment, tu vas pas au Franco. Ouais. T'as déjà réfléchi à ça? Tu sais, si on parle du battement d'ailes, du papillon de l'autre côté du monde en Australie. Ouais. Je sais pas ce que j'aurais fait. Qu'est-ce que tu quoi aujourd'hui? Je sais pas, j'aurais peut-être fait autre chose, mais tu vois, c'est... En tout cas, il y a de la chance des rencontres quand même. Ouais, d'accord. Ouais, les rencontres. Parce que toi, t'en as eu quelques-unes de ces rencontres à ce moment-là. Cette personne-là, la personne qui t'ont mais j'ai financé. toujours eu des rencontres, j'ai toujours rencontré des gens, mais à chaque fois, j'ai le toupet d'aller les voir, d'aller discuter, d'aller. Alors ça, c'est le point important pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Hein. Quand on parle la chance existe, mais chanceux n'existe pas. Globalement, toi, t'y vas. Ah ouais, et donc pour les gens qui ont voilà, là tu termines, t'as rien, t'as 800 €, t'as pas grand-chose, t'y vas. Tu poses des questions, tu vois, et tu tentes, tu testes. Au pire, t'échoues. Au pire, tu prends une claque. Là, je te retrouve dans les tours de la Défense à t'occuper des imprimantes. Ouais, je m'occupe des imprimantes. C'est ça. Ouais. C'était magnifique. Je m'occupais des imprimantes, j'installais des imprimantes à droite, à gauche. Je suis administrateur système. Tu es administrateur, donc le nom était joli. J'installe aussi des ordinateurs. Mais donc ça c'est important, il en fallait. Mais toi qui étais quelques mois avant en train de faire les championnats d'Europe, je te jure, c'est dur. Et là, t'as pas ton team. Et les gens te regardent même pas. Non, les gens ils te calculent pas. Je te garantis, t'es au service, t'es dans les services support d'un bâtiment, tu n'existes pas. Alors que ça soit les femmes de ménage, que ça soit les gens, les gardiens, les installateurs, les électriciens, personne ne te regarde. Tu vois, t'es là, tu passes, t'es incognito. Et ça m'a choqué quand même. Ça m'a choqué. Je suis là. Non mais, parce que quand t'es dans ce monde du judo, t'as un petit ego quand même. Sûr. Tout le monde te connaît, tout le monde t'équitait. T'as fait des médailles à Paris, en France, partout, voilà. Les gens, ils te connaissent, tu vois. Et là t'es plus rien. Tu redeviens personne. Je te dis, j'étais transparent. Et donc là, ça te dérange d'être transparent? Ah ouais, ça m'a quand même un peu choqué d'être transparent. Là, qu'est-ce qui se passe? 2 choses. Un, ce que je vois aujourd'hui, c'est important à le préciser, je te vois pour bien te connaître, tout le temps, dire bonjour, t'occuper des gens qui, justement, sont le support, cette personne à l'accueil, la personne qui est à côté. Ça, c'est un merci, encore une fois. Chaque fois, je le remarque, tu fais des choses qui, moi, me paraissent assez normales, mais en tout cas, ce qui n'est pas fait par tout le monde. Donc, merci de le faire, parce que je pense que tu l'as vécu de l'autre côté de la barrière. Donc, c'est assez agréable de ne pas oublier aussi d'où on vient. Et là, toi, c'est plutôt, tu vois quelqu'un qui est une femme et qui a la plus belle voiture et qui, en fait, c'est ça, qui se passe. Je connais bien ma vie quand même, toi, c'est vrai. Je connais bien ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, non, mais c'est une fille que tu essaies de draguer, là? Non, j'ai dû l'essayer de la draguer. Mais par contre, on va pas se mentir. Toi, c'est dit, là, tu rigoles ou quoi? T'es dans une société de service et la société de service, elle te met à disposition des clients en prestation de service pour faire des tâches. D'accord? En fonction de ton niveau, voilà. Donc, cette fille-là, elle m'avait vendu moi pour faire des tâches. Donc, moi, je commence à comprendre comment ça marche. Parce que moi, il me faut toujours du temps pour comprendre comment ça marche, les trucs et tout ça. Et derrière, je me dis, mais je comprends pas. Elle a une Z3. Elle avait une BMW, donc. Ouais, BMW Z3, une super... Tu sais, quand tu viens des cités, la Z3, c'est quand même une belle voiture. Moi, j'avais une pauvre Renault toute pourrie qui a bossé, tout ça. Je me dis, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Donc, je vais la voir. Je dis, ouais, mais qu'est-ce que tu fais, toi? C'est quoi ton métier? C'est quoi ton métier? Comment tu fais pour avoir la Z3? C'était marrant. Et elle me dit, ouais, je suis commercial, j'ai fait une école de commerce, et maintenant, je suis commercial dans la même société que toi, et je vends les prestations que vous délivrez. Mais je dis, mais moi, je vais être comme toi. Je vais être comme toi, je vais faire pareil que toi, tu gagnes bien ta vie, toi. Elle me dit, mais tu sais, il faut avoir fait une école de commerce, et ci et ça.
Je vais voir la direction et je leur dis, ouais, écoutez, moi je veux faire commercial. Ils m'ont dit, non, vous pouvez pas faire commercial. Et j'ai la chance, encore une fois, à ce moment-là, j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit, ouais, Stéphane, on monte une start-up. On est en 2000. Je monte une start-up et on a besoin d'un directeur informatique. Non mais, Directeur informatique. 6 mois de travail dans ma vie, j'ai installé des imprimantes, il cherche un directeur informatique dans une start-up. C'est pour ça qu'entrepreneur... Tout à l'heure, c'est ça. Ouais. Vas-y, raconte n'importe quoi, c'est ça que tu dis, quoi. Ouais, mais t'as tout et n'importe quoi. Et donc, mon pote Fabrice, qui est centralien, qui est une personne très très intelligente, il dit, il me prend et voilà. Au début, je suis directeur informatique, donc j'achète des ordinateurs j'achète des ordinateurs. Je me faisais mal en regardant les prix des ordinateurs et des serveurs. C'était fou. Ils dépensaient un fric pas croyable. Et je retourne le voir parce que là, tu gagnais mieux ta vie, là, déjà. Ouais, je gagnais non, je devais gagner... non, c'était une start-up qui gagnait pas beaucoup. Je devais gagner 2500 €, okay. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais, ce qui était mieux que 1500 d'avant. Peut-être pas 2000. Alors, c'était peut-être pas 2500, c'était peut-être 2200 ou 300. 3 fois plus que quand tu terminé ta carrière de judoka, déjà. Et c'est pour ça que quand j'ai terminé ma carrière de judoka, quand on m'a proposé le SMIC, je suis parti direct. Ouais. Je me suis pas posé de questions, j'étais heureux. Voilà. Ouais. Et derrière, dans ce job... j'ai eu l'opportunité de passer commercial. Fabrice, il m'a tendu la main pour passer commercial. Ça arrive rarement. Passer de directeur informatique à commercial, c'est pas naturel. Ça arrive pas tous les jours. Il a vu qu'en fait, t'avais la charge, c'est ça. Il me connaissait. Donc, il te tend 2 fois la main, Fabrice. Ouais. Et là, il me tend la main pour être commercial. Et là, je fais un carton. Là, tout de suite, je fais un carton. En fait, t'es chez toi, T'es chez toi, tu sais faire ça. Ouais, je sais. Le client t'aime. Voilà. T'es humain. Mais par contre, la belle histoire que j'ai vécue avec ma mère sur cette... Attends de revenir là-dessus. On va parler de cette... Mais tu vois, et commercial, ça marche. Et 9 mois après, je m'en vais et je monte ma boîte. Donc, aux États-Unis, tu sais que j'ai longtemps habité là-bas. Ouais. Les entrepreneurs ou les entreprises, les chefs d'entreprise, font souvent venir des anciens sportifs en disant t'as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu sais faire, tu sais travailler dur, tu as une résilience importante, tu as des échecs. Toi, tu as essayé de le faire. Ça fonctionne pas à chaque fois. Comment tu l'expliques, cette reconversion des athlètes, quand toi, tu as essayé d'en avoir un certain nombre? Mais parce que... C'est pas si facile que ça. Non, c'est pas si facile parce que des fois, ça marche super bien. Et des fois, ça marche pas. Tu as réussi à l'expliquer, pourquoi? Mais non, mais tu sais, l'ego, c'est dur. Moi, je les ai souvent pris en commercial. Et commercial... Les autres, ils n'ont pas attendu, ceux qui ont fait les écoles de commerce. Ils sont bons aussi. Ouais. Ils sont bons, ils sont prêts. Ça fait 10 ans qu'ils bossent pendant que toi, tu fais du judo et tu gagnes 800 €, 1000 €, 2000 € aujourd'hui. Eux, ils ont fait de l'argent et ils ont compris, ils ont un réseau, ils ont le bon langage, ils ont tout. Ouais. Et donc, ça permet d'avoir tout. Ça te permet d'avoir de l'avance. Et ces gens-là, quand ils t'arrivent dans l'entreprise, ils t'aiment bien tout ça. Mais là, un commercial, il n'y a pas d'amis, tu sais bien. Quand tu as un groupe de commerciaux dans la même pièce... C'est celui qui ramène le plus. Voilà, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'amis. Voilà, et donc, ils se retrouvent tout de suite encore à l'INSEP, alors qu'ils débutent. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Il n'a pas forcément le niveau, ça que tu dis. Voilà, il faut vraiment bien le former. Il faut prendre beaucoup de temps pour le former, tout ça. Mais les managers et les directeurs, ils n'ont pas toujours l'envie de ça. Ils n'ont pas le temps de toujours bien les former. Alors moi, je le faisais parce que ça te parlait, toi. Ça a plus marché quand moi, je les ai pris moi-même. Parce que j'aimais ça, et voilà, donc j'ai pu en faire... Et toi, qui t'a formé, toi, quand t'es arrivé, justement sur le terrain, ils étaient sympas, les autres commerciaux, avec toi? Tu n'en pas beaucoup à l'époque? Non, en fait, Fabrice, il avait créé 2 groupes. Un groupe avec une commerciale qui était là, et lui et moi, d'accord? Cette commerciale, c'est devenu la mère de mes enfants. Et c'est elle qui m'a appris le commercial. Et donc, on est parti comme ça, tu vois. Toi, t'as assuré, toi, t'as vendu même jusqu'à ce qui est devenu ta femme. Et un sujet qu'on a abordé 1 ou 2 fois tous les deux, c'était qu'est-ce qui peut se passer après? Donc, président d'une fédération, président d'une entreprise. Il y avait évidemment un moment qui s'est arrivé à d'autres athlètes
d'être ministre des Sports. Toi, très rapidement, tu m'as dit, oh là là, jamais, ministre des Sports. C'était un jamais parce que si un jour on t'appelait vraiment, tu dirais, tu veux pas refuser. Tu te sens pas du tout là-dessus. Déjà, je suis sûr, je refuse. D'accord. C'est pas un truc. C'est pas ton truc. Tu pas, penses pas que c'est à ce niveau-là que tu peux avoir un impact? Tu crois pas à ça, toi? Non, mais c'est trop dur. Tu crois en politique? Mais c'est dur. Ouais, c'est dur. Moi, j'aimerais pas faire leur... Non, mais ma vie, elle est dure, mais j'aimerais pas faire leur métier. Tu vois, parce que ça touche pas que toi, en fait. Eux, à chaque fois, ils prennent des tirs de tout le monde. Ouais. Tu vois, même de leur propre côté, ça. Mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, de leurs amis, de leurs alliés, des opposants, de tout le monde, ils prennent des tirs et ils le savent même pas d'où viennent les tirs. Donc c'est au moins au judo, tu sais d'où tu prends les tirs. Tu vois, quand tu es chef d'entreprise, tu perds des appels d'offres, des CISA contre des concurrents qui font la même chose que toi normalement, et voilà. Donc c'est faire, tu vois. Là, faire, ça n'existe pas ce mot-là chez eux. C'est tellement dur. Moi, j'envie pas leur vie. Hein. Tu vois, je me rappelle de David Douillet quand il est allé ministre. Bah lui, il arrivait avant, 90% des Français l'aimaient. Le lendemain, il n'y avait plus que 30% des Français. Tu sais, parce qu'il avait pris un camp. Il avait pris un camp, et voilà, pour moi, c'était quelque chose que... Tu vois, et on en a rediscuté ensemble. Je lui ai dit, mais ça t'a pas gêné que du jour au lendemain, tu sois critiqué, tout ça? Mais bien sûr que ça l'a touché. Ça l'a touché lui, mais ça a touché ses enfants, sa famille, son truc. Tu vois, moi, quand je prends des fois des tirs dans la presse qui sont pas justifiés, tu vois. Moi, c'est dur pour moi. Vraiment, en plus, moi, j'aime bien l'amour des gens. Tu vois, je vis à travers le regard des autres. Je prends quoi? Tu pourrais pas, là. Bah, voilà, déjà, c'est dur dans le truc que je fais. Alors là, quotidiennement, tu prendras des... je parlais des projets, puisqu'on a compris que c'était pas le projet futur de Stéphane Nomis. T'as un projet, t'as un truc, tu dis, tiens, dans ma liste... Non, mais j'ai un truc, quand même. J'ai un truc que... Donc, t'es en partie responsable. Je pense que mon projet... J'aimerais, en tout cas, que mon projet soit sur le monde humanitaire. En fait, j'ai développé ma fondation grâce à toi et ça va, ça fonctionne Fondation bien. Hippon, donc une fondation d'entreprise. Pour aider, pour lutter contre la fracture numérique en Afrique et en France. Et voilà, donc on déploie des salles informatiques un peu partout. Et demain, tu vois, moi je peux pas faire qu'un truc. Ouais. Je ferai Hippon et autre chose en même temps, tu vois. Et demain, ce que j'aimerais, c'est... être à la tête d'une grande fondation, gérer une grande fondation et de la développer et trouver. Prends ma place. Et non mais tu vois, non mais je trouve ça intéressant, tu vois, redonner. Il faut quelque part, je redonne, tu vois, je vais pas reconstruire une autre société, ça a pas de sens. J'ai pas besoin de plus, tu vois. Mais par contre, de redonner, ça c'est un projet qui m'intéresse. Tu vois, ce que tu dis ici, c'est pas redonner uniquement un montant, hein, c'est redonner une connaissance, une compétence. Oui, de manière, moi je donne de la compétence. Là, c'est la compétence, c'est de l'argent, mais c'est des ordinateurs. Je donne du temps. Ouais. Je donne du temps pour développer et mes compétences pour aider les gens, quoi. Au judo, c'est ce que je fais. Quand j'ai pris la fédération aujourd'hui, qui était déficitaire, aujourd'hui, on fait des bénéfices, on gagne de l'argent. C'est facile de trouver des sponsors? Non, c'est très dur de trouver des sponsors. C'est très dur de trouver des sponsors. C'est quoi vos grands sponsors? C'est Crédit Agricole et Renault. C'est deux beaux sponsors. Merci à eux. Et ils viennent, c'est vrai, merci à eux. Ils viennent parce qu'ils respectent les valeurs du judo. Et ils viennent aussi, tu vois, parce que on donne du sens. On donne du sens et ils le voient bien avec toutes les actions sociétales qu'on fait qui sont à côté, comme les 1000 dojos itinéraires des champions, où on va dans les hôpitaux, on va dans les EHPAD, on va dans les prisons, on donne du sens à ce qu'on fait et ils sont partie prenante de ça et ils sont contents, tu vois, au final. Le petit Stéphane qui a 6, 8, 10 ans, les petits Stéphane qui existent aujourd'hui, c'est quoi le conseil que toi t'aimerais leur donner aujourd'hui, que tu aurais aimé écouter si tu avais 6 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans? 6, 10, 12, ils vont pas écouter notre podcast. C'est trop long, c'est trop chiant, il faut pas se mentir, ils ont autre chose à foutre. Mais c'est les parents qui sont en train d'écouter. Voilà, les parents. Écoute, qui feraient écouter ça. Voilà. Tu dirais quoi, toi? Déjà, je leur dirais de croire en leurs rêves. Déjà, je dirais, tu peux croire en tes rêves, et voilà. Mais par contre, si tu crois en tes rêves, donne-toi à fond. Donne-toi à fond, donne tout, lâche tout, pense qu'à ça, voilà. Moi, je ne crois pas dans le système éducatif qu'on a aujourd'hui. Ça peut marcher, mais il n'y a pas que celui-là. Il n'y a pas que celui-là. Et donc, il y en a d'autres qui fonctionnent aussi. Et vas-y, bats-toi et entoure-toi. Et entoure-toi. Va chercher des personnes qui
qui connaissent, qui font le rêve que tu veux avoir, et les lâche pas. Ils posent une question, 2, 10, 100, les lâche pas. Et eux, si toutes les personnes que je connais, si tu insistes, à un moment, la porte s'ouvre. Et la porte s'ouvre. À un moment, si tu peux pas rentrer par la porte, par la fenêtre, c'est que t'as fait que toi. Voilà ce que j'ai fait moi. Voilà. À chaque fois que tu as fait quelque chose, t'as rentré comme si c'est faisable. C'est très très dur, beaucoup plus dur. C'est dur que pour d'autres. Ah oui. Mais c'est plus dur que d'aller à l'école. C'est sûr. C'est plus dur que d'aller à l'école. Mais par contre, il y a des voies qui s'ouvrent. Si tu voulais avoir quelqu'un que tu aimerais écouter sur Pause, tu aurais quelqu'un que tu dis, tiens, il faut absolument. Quelqu'un que tu as rencontré, que tu aimes beaucoup, que tu dis, tiens, ce serait bien d'avoir ici. T'as quelqu'un que tu aimerais qu'on invite? Moi, je suis rarement fan des gens. Tu sais bien, moi, j'ai pas de. Je suis rarement fan des gens, c'est totalement faux. T'aimes les gens. Non, j'aime les gens. Ouais. J'aime les gens. Tu vois, moi, j'aime Teddy Riner. J'aime tout ce qu'il fait, tout ça, mais je suis pas fan. Bien sûr. Tu vois, si tu veux. Didier Drogba. Didier, c'est mon ami. D'accord. Mais je suis pas fan. T'es pas fan. Non, mais je suis pas fan. J'adore sa personnalité, j'adore qui il est. J'ai pas de. On n'adore pas chez Stéphane Nobis. Ouais, on aime. Ouais, voilà, on aime. Voilà, exactement. Stéphane, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour donner de l'espoir, parce que c'est ça que j'entends, le travail, une résilience absolue, l'amour des gens. Je te connais bien, donc je sais que tu as un amour profond des gens. Je trouve que ça te ferait du bien d'ouvrir un peu parfois, de moins mettre sous clé tes sentiments, et je te connais bien, je sais qu'ils existent et sont là, et c'est difficile de les faire sortir. En tout cas, cette vulnérabilité, on la sent, on la touche parfois, donc merci pour ce que tu fais. Merci, c'était sympa, c'est un peu long. Tu m'as pas donné à boire, pas de café, rien, mais voilà, il me faut des trucs, moi, de 2 heures. Merci Stéphane, tu veux dire un truc positif quand même? Non, franchement, je suis super content de faire ça avec toi, parce que j'aime pas forcément faire ce genre de choses, mais avec toi, je suis en confiance, tu vois. C'est hyper important d'être en confiance, tu peux te livrer, tu peux raconter des choses et tout ça. Le seul problème de cette confiance, c'est qu'avec toi, je pourrais aller trop loin. Tu peux oublier les caméras, tout ça, mais en fait, elles sont là quand même. Elles sont là. Mais voilà, non, c'est super. Et puis en plus, si ça permet à quelqu'un, tu sais, moi, j'aime un truc profondément. D'ailleurs, si je suis à cette fédération aujourd'hui, c'est j'aime changer des vies. J'aime améliorer des vies des gens. Et si j'aime améliorer les vies des gens, donc si je peux, par un intermédiaire ou un autre, améliorer la vie de quelqu'un ou changer sa vie, moi, ça me fait mes journées. Hein. Parce que je change des vies, c'est mon truc. Merci Steph. Allez, ciao. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.